Oui, mon nom, c'est Anne-Marie Casals. J'ai 52 ans. Ça fait 10 ans que je fais partie des Calax Châtaillers. À 42 ans, j'ai appelé les Calax. J'étais en dépression. Puis j'ai appelé venir chercher de l'aide. À 42 ans. Moi, tu veux que je te raconte? Ouais. Ouais. Moi, c'est mon père. Mon père, c'était l'agresseur. Ça a commencé, d'après mes bons souvenirs, à l'âge de 5 ans. De 5 à 14 ans. Mon père, d'une famille immigrée. Pas d'autre famille que mes parents, mon frère et ma sœur, immigrés de l'Espagne. Un climat de violence et j'ai été programmée, tu parles pas, tu pleures pas, tu t'affirmes pas. Fait que dans le fond, j'étais quasiment la victime parfaite parce qu'ils savaient que je pleurais pas, que je dénoncerais pas ni rien. Mais ça, on l'apprend, on le comprend avec le temps. Fait que c'était très malsain. À l'adolescence, j'ai consommé beaucoup de drogue. J'ai fait beaucoup de choses que j'aurais pas dû faire, mais tout vient de là. J'ai parti de chez nous à 18 ans parce que j'avais un chum, puis mon père l'aimait pas. Puis j'ai sauté dessus, sur mon père, je l'ai frappé. Fait qu'il m'a mis dehors. Fait qu'à 18 ans, je suis partie en appartement avec mon mari, que je suis encore avec aujourd'hui. Ouais, mais j'étais pas fonctionnelle du tout, là. J'étais... Oui, j'étais capable d'avoir des enfants, j'étais capable de me marier, mais j'étais... Comment je pourrais dire? Je marchais sur le neutre, pas d'émotion, pas rien. Ça, j'ai voulu en parler à ma mère, adolescente, j'ai voulu en parler à ma mère, puis ma mère, elle a pris mon père, puis elle a dit fais plus ça. Puis elle l'a resté avec lui. Fait que c'était la dernière fois que j'en ai parlé, je n'ai plus parlé à personne d'autre. Mais si on pense que oh, c'est pas grave, c'est du passé, ça dérange pas, ça affecte pas ma vie. Fait qu'on fonctionne comme qu'on peut. J'ai eu 4 enfants. Je me suis mariée, j'ai eu 4 enfants. Mais j'étais genre, je m'arrangeais pas, je m'habillais pas, je me coupais pas les cheveux, je me maquillais pas. Aucune estime, aucun amour. Moi, je faisais tout pour me faire aimer, je donnais tout à tout le monde. Pas de me fumer, pas de pleurer. J'ai été programmée, ils disent socialisée, puis j'ai été programmée, ils me disaient, t'es nounoune, t'es bonne à rien, t'as peur de tout, mais tu deviens, qu'est-ce que tu te fais traiter, enfant? Je suis devenue ça. Jusqu'à 42 ans, à un moment donné, c'était trop. J'ai comme pété ma coche. J'ai tombé dans une dépression. J'ai quitté mon mari, mais j'ai quitté 24 heures. Je me suis bercée dans mon lit pendant 2 semaines. J'ai pleuré, puis il y a quelqu'un qui m'a dit d'appeler ici au Calax. Ça a été la meilleure chose que j'ai faite. J'ai appelé, puis j'ai une dame qui s'appelle Carole qui m'a appelé pour la rencontrer. Je suis rentrée dans son bureau, puis j'étais genre, je me serais cachée en dessous de son bureau, je voulais même pas qu'elle me regarde. Moi, j'existe pas, regarde-moi pas, c'est comme... Puis elle l'a vu tout de suite, elle l'a réalisé tout de suite, parce que tu peux aller en thérapie de groupe ou en individuel. Puis elle a vu tout de suite que j'aime pas qu'on me regarde, je veux pas être toute seule avec toi. Elle a dit, pour elle, c'est le groupe. Elle m'a inscrit dans un groupe. Puis elle m'a tellement... fait du bien, c'était la première. Elle dit, pourquoi tu es ici? J'ai dit, je veux sortir de ma tête. J'ai dit, je suis tannée d'être un bibelot, je veux vivre, je veux pas exister. Moi, j'ai passé ma vie à haïr tout le monde, à haïr tout le monde qui m'ont fait du mal et à rien faire. J'étais beaucoup dans l'inaction. Puis Carole m'a rentrée dans un groupe, j'ai fait 4 ans de thérapie de groupe. Elle m'a appris à m'aimer, à savoir qui j'étais, là. Parce qu'Anne-Marie, elle n'existait pas. Anne-Marie, elle était qu'est-ce que le monde lui a dit qu'elle était. Elle était gênée, elle était nounoune, elle était conne, tu sais, Anne-Marie, qui suis-je? Je suis devenue Anne-Marie. J'ai commencé, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? Tu sais, ça n'a pas été facile, là. Tu sais, mais finalement, j'ai appris à savoir qui ce que je suis, puis qu'est-ce que je veux, puis qu'est-ce que je veux plus. Ça a été beaucoup comme ça, les émotions. Là. Parce que, veux pas, 42 ans, c'est tassé dans le fond, là, puis là, ça sortait. J'ai dit à Carole, je suis épuisée, je suis fatiguée. Parce qu'après, tu sais, 42 ans que tu ressens pas, puis que tout d'un coup, tu te mets à tout à ressentir, là. Tu sais, c'est comme, hey, c'est épuisant, là, tu sais, c'est vraiment, vraiment épuisant. Mais c'est la bonne place, les Calax, c'est vraiment... Tu rentres ici, moi, je rentre ici, puis c'est comme, mon Dieu, il me respecte. Il rit pas de moi, il m'abaisse pas, il me traite pas de nom. T'sais, parce que je te dirais, ça continue beaucoup dans ma vie, pas juste dans ma jeunesse, ma famille, qui est encore présente, ça continuait beaucoup. T'sais, pour qu'Anne-Marie, qui avait peur de Carole puis qui serait cachée en dessous du bureau, au party de Noël des Calax, je me suis levée et j'ai fait des mimes, là. C'est comme, wow! Tu sais,
Mais si t'es à la bonne place, là, tu te dis, OK, j'ai fait ça au Calax, je suis capable de le faire dehors, là. Je suis pas nounoune, dans le fond, là. Puis c'est ça que les Calax t'amènent, c'est une confiance, puis une, tu sais, je sais pas si tu me suis, là. Ouais. Bien, le Calax, c'est un organisme communautaire féministe. On offre des services aux jeunes filles à partir de 12 ans, aux femmes adultes qui ont vécu de la violence sexuelle. On offre des services d'aide individuelle, on offre du groupe de soutien aussi, de l'accompagnement dans les différentes démarches, particulièrement au niveau judiciaire, l'information sur les droits et recours, de la référence aux besoins. Aussi, on travaille beaucoup avec les organismes, les partenaires de notre milieu. Oui, habituellement, soit que la personne va avoir entendu parler du Calax par le biais, soit est allée sur Internet ou elle a fait sa recherche, ou c'est une référence d'un intervenant ou d'une intervenante. On a souvent quand même des références là, de différents groupes sur notre territoire. Fait que, oui, effectivement, ça commence par un appel. L'adresse est confidentielle de toute façon, donc il ne pourrait pas y avoir... ou en tout cas, la faisabilité qu'une personne arrive ici comme ça en cognant la porte, c'est très, très rare. On garde l'adresse confidentielle. Donc oui, c'est un premier appel. Et puis, ben là, on essaie de voir avec la personne c'est quoi son besoin. On va expliquer les services qui sont offerts ici, en termes de services individuels, des services de groupe, l'accompagnement, en fait. Quand elle appelle ici, pourquoi? C'est quoi son besoin? Fait qu'on clarifie ça avec elle. Puis là, on va pouvoir lui offrir soit les services d'aide en individuel ou le groupe selon son besoin. Naturellement, nous, on va privilégier que si une femme n'a pas fait aucun suivi antérieur, on va privilégier qu'elle fasse quand même quelques rencontres. Si c'est une première fois qu'elle contacte une ressource ou pour parler à des intervenantes, on va vraiment favoriser qu'elle ait quelques rencontres en individuel d'abord avant de plonger dans le groupe de soutien parce que souvent, il y a un trop-plein. Puis le groupe assoit 6 femmes, donc il faut se partager le temps. Puis quand on n'en a jamais parlé puis que ce trop-plein-là, ben je pense que d'avoir une place où on peut, toute seule, parler de sa situation puis des impacts que cette violence-là a eu dans notre vie, bien, c'est l'idéal. Fait qu'on va privilégier ça dans ce sens-là. Puis après, bien, il y a une prise de rendez-vous. On a jusqu'à une dizaine de rencontres en suivi individuel. Ça va aux besoins de la personne. On l'évalue un peu informellement au fur et à mesure où elle est rendue dans sa démarche. Qu'est-ce qu'elle veut venir travailler? Quel genre d'accompagnement on peut lui offrir dans ce sens-là? On n'est pas axé sur ce qui s'est passé dans les détails, à moins que ce soit quelque chose que la femme a le goût de partager. Certaines femmes arrivent ici, n'ont pas le goût, ont de la difficulté à prononcer le mot agression sexuelle. Donc, on n'est pas tant dans l'attente qu'elle partage dans les menus détails ce qui est arrivé, mais plus sur ce qu'elle identifie qui sont les conséquences maintenant. Avec quoi elle se débat au quotidien? C'est quoi ses difficultés? Bon, évidemment, le pont qu'elle fait avec ces difficultés-là, puis ce qu'elle a pu vivre comme situation de violence dans l'enfance ou comme adolescente ou même femme adulte. Là. Fait que ça va être vraiment focusé sur les conséquences. Nerveuse. Mais c'est pas la porte, c'est l'appel. Puis après ça, elle m'avait rappelé, si je me rappelle bien, elle m'a rappelé pour le rendez-vous, elle les rencontrer. Je suis rentrée dans son bureau, puis je voulais fondre. Mais tu sais, qu'est-ce que j'aime des Calax, c'est le respect. La personne, l'intervenante que tu rencontres, te voit tout de suite comment tu es. Elle te touchera pas, elle rentrera pas dans ta bulle. Elle voit, moi, Carole, elle a vu tout de suite que, OK, elle veut pas que je la regarde, je la regarderai pas trop. Elle l'a vu tout de suite. Que j'aime pas ça, là, je veux me cacher, regarde-moi pas, là, tu sais. C'est super. C'est le respect de la femme qui rentre, qui a peut-être en état de choc, qui a peut-être plein de choses, là, quand la femme rentre ici, là. Puis ça, c'est beaucoup. Puis le plus, là, c'est, il y a quelqu'un qui m'écoute, puis il y a quelqu'un qui me croit. Tu sais, non, t'es pas folle, puis oui, je te crois, ça t'est arrivé. Ça, là, c'est, wow, hey, j'étais à la bonne place. 42 ans, c'est la première fois que ça m'arrive, là.
C'est ça, les calax, là, t'sais. Ben moi, j'ai fait de la dissociation. J'ai fait beaucoup de dissociation pendant les agressions. Fait que je me rappelle pas de tout. T'sais. Puis en vieillissant, c'était comme, c'est du passé, on n'en parle pas. Je voulais pas aller fouiller là-dedans. Mais beaucoup, jusqu'à 42 ans, toute ma vie, j'ai continué à dissocier les moments qui étaient trop pénibles. Je dealais pas avec, j'ai tassé jusqu'à temps que ça m'éclate d'en face. T'sais. Fait que ça m'a protégée, par exemple. T'sais, j'en ai voulu beaucoup à la dissociation parce que je me disais, c'est plate que je me rappelle pas. Bien, d'un autre côté, elle m'a protégée, tu sais. Puis je cherche plus à me rappeler. Puis c'est correct, tu sais. C'est correct, puis... À 42 ans, je sais pas, un trop plein. Je pense que j'étais peut-être prête à... Là, tu vois, les délais, tout ça, là, je sais pas. Ouais. Moi, j'ai fait du groupe. Ouais, je fais pas faire l'individuel parce que je voulais pas être seule avec une personne qui me regarde. Ouais. Puis je trouve ça drôle parce que t'es là puis tu me regardes, là, mais... Tu sais, non, j'ai fait 4 ans de groupe. Puis, tu sais, les calax, si tu as besoin d'un an, tu fais un an. Si tu as besoin de 5 ans, tu leur donnes ton nom. Puis, ils vont te rappeler. Puis, la porte n'est jamais fermée. Tant que tu as besoin, tu reviens. Moi, ça m'a pris 4 ans de groupe, qui est environ 16 rencontres par année, de groupe de 6 femmes. La première année, là, je parlais pas. Je disais pas un mot. J'écoutais. Je disais pas un mot. Puis, c'est correct. Tu sais, ils te périssent pas. T'es pas là pour dire en détail qu'est-ce qui t'est arrivé. T'es là pour guérir les conséquences aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, toutes les conséquences, qu'est-ce que t'es aujourd'hui, causé par tout ça. Mais on veut pas savoir qu'est-ce qui est arrivé, qui, quand, comment, où, puis détails. C'est pas pour ça, là, tu sais. Puis je trouve ça correct, c'est un respect de la femme, là. La deuxième année, là, j'étais assise à côté de l'intervenante. Là, elle m'avait présenté, elle avait dit, c'est Anne-Marie, elle dessine. Elle a pas de la bête, elle nous écoute, elle est là, mais elle dessine. Puis je trouvais, hey, wow, elle me respecte. Là, j'avais commencé à parler, tu sais. Mais ça va 4 ans. Puis tu pars d'ici après 4 ans, c'est comme, OK, faut que j'aille sauter dans la vie, là, parce que ça va bien ici, t'es protégé, il n'y a personne qui te fait du mal, là. Mais qu'est-ce que tu as appris ici? Faut que tu le mettes en pratique à l'extérieur, là. Tu dis, OK, 4 ans, faut que je laisse ma place à un autre, faut que je quitte, là. C'est comme, non, je veux pas. Mais c'est parce que moi, je reviens ici, c'est comme revenir à la maison. C'est qu'est-ce que ça donne aux femmes ici, venir au calax, puis tu trouves des forces ici que tu dis, je vais l'appliquer dehors, je suis capable. Ça fait partie, je dirais, chaque femme peut vivre des conséquences variables au niveau de l'intensité, tout ça, mais ce qui est commun à presque l'ensemble des victimes d'agressions sexuelles, c'est la honte. Un sentiment de culpabilité ou de responsabilité à un degré à un autre aussi. Fait que c'est sûr que ça, c'est présent, ça se travaille avec le temps. Je pense que ça va de pair avec le fait de sentir qu'on est responsable de quelque chose, qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas fait quelque chose pour faire cesser cette violence-là ou la prévenir, comme si on devait devenir et... bon, là, je parle plutôt des adolescents ou des femmes adultes. C'est sûr, comme enfant, c'est un autre contexte, là, évidemment. Mais comme si on devait voir venir puis prévenir ça, alors que le contexte des agressions sexuelles aussi, sa complexité, puis ce qui peut devenir aussi contribuer à la honte, c'est que dans la majorité des cas, c'est des gens qu'on connaît. L'agresseur, c'est, ça peut être très, très près de toi, là, ça peut être le père, le beau-père, le grand-père, tout ça, mais ça peut être ton ami, ton voisin. C'est des gens, dans la majorité des cas, que tu connais bien. Fait que se prémunir de ça, à moins de vivre dans un contexte de paranoïa permanente, bien, on est en confiance avec les autres. Hein? On ne s'attend pas à ce qu'une personne digne de confiance va agresser ou nous imposer des gestes. Fait que cette honte-là est aussi rattachée à ça, je dirais. De dévoiler dans un contexte où c'est quelqu'un de très proche. Surtout quand on parle au niveau de la famille, c'est sûr qu'une des premières pensées, c'est la peur de l'éclatement familial. La personne sait très bien qu'en ouvrant sur une situation comme ça, qu'il va se passer quelque chose. Ça va créer de la houle, ou bien elle ne sera pas crue, puis c'est elle qui va être mise à l'écart ou tassée, ou elle va être crue, mais là, ça va être toutes les incidences sur peut-être une rupture familiale, un éclatement familial, les liens familiaux qui se brisent. Et c'est toute une charge aussi à prendre sur soi, se dire est-ce que je suis prête à composer aussi avec ça, avec cet éclatement-là de la famille.
ça ajoute, en tout cas, à la difficulté du dévoilement, ça, c'est clair, je pense. Non, pas du tout. Pas du tout. Mon frère est décédé. Mon frère, je te dirais, c'est un climat beaucoup de violence dans cette maison-là. Et beaucoup... tu sais, on parle beaucoup des agressions sexuelles, mais c'est le tout. C'est la famille dysfonctionnelle. Tu sais, j'ai une grande sœur que quand je suis née, elle avait 8 ans, puis qu'elle a toujours maudit le jour que je suis née, parce qu'elle n'était plus la princesse à papa. Fait que, tu sais, j'étais toute seule avec moi-même. J'ai coupé les ponts. C'est la meilleure chose. Quand je suis rentrée au Calax, j'étais encore en contact avec ma mère, ma sœur, mais j'ai coupé les ponts. C'est des deuils, il faut faire. Il y en a une qui m'a dit « Tu t'ennuies-tu de ta mère? » J'ai dit « Non, je m'ennuie d'avoir une mère. » Mais de ma mère, non. C'était pas de mère, là. Excuse-moi, c'était une génitrice, là, parce qu'elle m'a jamais protégée. Elle le savait. Tu sais, veux pas, on a des flashbacks, on a des souvenirs, là. Puis elle le savait. Je me rappelle que je suis là, puis qu'elle serre son linge dans son bureau, là. Regarde, à un moment donné, tu as des choix à faire, c'est plate. Elle a choisi de rester avec lui, là. Tu sais, je te dirais pas que les agressions m'ont pas détruit, mais la mère qui te défend pas puis qui te protège pas, ça, je pense, ça m'a plus détruit que le père qui faisait ça. Je sais pas, c'est bizarre à dire, là, mais... Ouais. Ben, je te dirais, là, j'ai une mère qui me veut pas m'avoir, qui me donne pas d'amour, puis j'ai un père qui me donne d'amour de même. Tu sais, tu me comprends? L'autre qui me dit devant moi qu'elle veut pas m'avoir puis qu'elle m'aime pas, puis lui qui m'aime très mal, qui devrait pas me faire ça, mais au moins il me donne de l'attention. Tu sais, tu me comprends? Tu sais, moi, tu t'en veux beaucoup, hein? Les gens me disaient, ben t'as pas dénoncé. Non, mais c'est mon papa. Ouais, mais tu t'es pas défendu. Non, c'est mon papa. Tu comprends-tu? J'ai 5 ans, là. Tu sais, en tant qu'adulte, tu dis, ah, j'aurais dû... Non, je veux-tu que mon papa aille en prison? Non. Tu sais, même s'il est inadéquat, même s'il est violent, même s'il m'agresse, c'est mon papa. Tu sais, j'en ai pas d'autres familles, là. C'est des immigrés. J'ai pas de grand-père, j'ai pas de mononcle, j'ai pas rien, là. Fait que, en tant qu'enfant, tu veux-tu... Non, t'aimes pas ça, t'aimes pas qu'est-ce que tu vis, t'es beaucoup renfermé, tu le dis à personne, c'est un gros secret. Parce que tu t'en parles pas, t'as honte. Tu sais, mais tu dis pas, c'est ton papa, c'est la seule famille que t'as, c'est ça. Ouais. Bien, ce qu'on conseille, en fait, c'est certain que les procédures judiciaires, ça amène des chiffres. Hein. Le gouvernement met de l'avant de dénoncer parce que ça amène une vision globale de la problématique, mais des fois, c'est pas ça que la personne a besoin. Ce qu'on conseille, c'est avant tout briser le silence. Donc, quand on dit briser le silence, c'est pas nécessairement aller porter plainte à la police, c'est de pas rester avec ce secret-là. Au Calax, on a fait une moyenne d'années, en fait, durant lesquelles les femmes gardent le silence. Puis, en fait, les femmes qui viennent chercher de l'aide au Calax, ça fait environ 13 ans qu'elles gardent le silence. Donc, imaginez rester 13 ans avec un secret lourd comme ça, en se rongeant de culpabilité. Imaginez les conséquences sur une vie. Donc, sans nécessairement porter plainte, de briser le silence, c'est ça qu'on conseille le plus possible. Il y a, selon les statistiques, c'est une victime sur 10 seulement va porter plainte, dû entre autres à toute la complexité que ça peut engendrer. Nous, au Calax, si par exemple on se rend compte avec une fille en suivi que porter plainte l'aiderait dans sa démarche, donc aiderait à diminuer les conséquences de l'agression sexuelle sur sa vie, et puis elle nous dit oui, je pense que ça m'aiderait beaucoup dans ma démarche de porter plainte, on peut l'accompagner là-dedans. Donc, on peut répondre à ces questions au niveau des procédures judiciaires. Donc, la préparer mentalement à qu'est-ce qui va s'en suivre. Parce que c'est certain que de porter plainte, il y a des questions qui sont posées. Ça peut être un processus qui est assez intrusif. Donc, ça amène la victime à se remémorer les détails de l'agression et puis tout ça. Donc, on offre notre soutien là-dedans. On peut l'accompagner au palais de justice. On peut l'accompagner durant la rencontre avec le procureur et puis tout ça. Bien, c'est certain que, bon, une agression sexuelle, puis ça, je l'amène aussi beaucoup dans les écoles, il y a beaucoup le mythe des fausses accusations. Hein, que les fausses accusations, ça arrive souvent, et puis que bon, les femmes, les filles qui font des fausses accusations, c'est pour avoir de l'attention, par but de revanche.
Donc, non, ça arrive très peu souvent. Puis, en fait, les fausses accusations sont souvent détectées dans les procédures judiciaires parce qu'il y a tellement de questions qui sont posées, puis les mêmes questions sont reposées plusieurs fois que si mensonge il y a, il faut vraiment que ce soit bien bâti. Donc, les fausses accusations arrivent très peu fréquemment. Puis, bien, la faute de preuve, ça, c'est une autre chose. Hein. C'est certain que, comme je disais, une agression sexuelle, ça se passe souvent sans témoin. Il n'y a pas toujours de la violence physique. C'est une forme de violence, c'est de la violence sexuelle, mais il n'y a pas toujours de la violence physique. Donc, ça arrive que c'est, bon, la parole de la victime contre la parole de l'accusé. Et puis, des fois, faute de preuve, l'accusé est jugé non coupable. Est-ce que ça veut dire que l'agression n'est pas arrivée? Pas nécessairement. Hein, quand on parle de fausses accusations pour avoir de l'attention, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure façon d'avoir de l'attention. Et puis, ça prend tellement de courage d'énoncer, dû à toutes les embûches que la société met envers les victimes, que c'est pour ça que c'est très important de croire quand une personne a le courage de dénoncer. Oui, bien c'est sûr qu'il y a un défi plus grand, je pense, ben là, du côté policier par rapport à la preuve quand les agressions remontent à plusieurs années. Ça reste que fondamentalement, en agression sexuelle, dans des cas d'agression sexuelle, c'est généralement la parole de l'un contre l'autre, à cause de la notion de consentement qui est toujours, souvent, nébuleuse. Pourtant, elle est très explicite au code criminel, mais dans l'interprétation de ça, je pense que c'est là que, et là, ben, on tombe dans c'est sa version, ma version, ce que j'ai compris, pas compris. Puis effectivement, le contre-interrogatoire peut être ardu. C'est le bout le plus difficile souvent pour la victime là, dans ce processus-là. Parce que son but, c'est de miner la crédibilité, de te placer face à des... à la limite des contradictions. Ou, fait que ça peut être un processus difficile, ouais. Bien, c'est pour ça que quand une fille ou une femme nous amène l'idée donc de porter plainte, tout ça, on lui donne toute l'information nécessaire parce qu'on ne veut pas non plus que de porter plainte, ça nuise à sa démarche. C'est-à-dire que, tu sais, si par exemple, elle dit, bon, quand je vais porter plainte, ça va être fini, je vais pouvoir passer à autre chose, alors que, tu sais, si par exemple, ça se passe comme ça, où il n'y a pas assez de preuves, où c'est plus complexe, puis ça n'amène pas nécessairement les bienfaits que la personne pensait que ça allait amener. Donc, nous, on amène toute l'information, on amène toutes, justement, les possibilités que ça peut avoir au niveau judiciaire, parce que c'est certain qu'il y a des lacunes, puis le manque de preuves fait en sorte que des fois, l'accusé n'est pas jugé coupable, même si c'est arrivé, puis c'est injuste. Hein? Puis c'est injuste pour la victime aussi. En fait, c'est certain qu'on offre du soutien, d'aide aux victimes, mais de lutter contre la violence sexuelle, ça passe avant tout par la prévention. Plus qu'on va en parler, plus qu'on va dénoncer la violence sexuelle, puis moins ça va être banalisé et toléré dans la société. Donc ça passe par nos jeunes. Ce qu'on fait au CALAC, c'est qu'on donne des animations dans les classes anglaises et françaises aussi. Donc on donne de l'information sur c'est quoi la violence sexuelle, hein, parce que c'est une violence, mais qu'est-ce que ça implique? Les formes d'agression à caractère sexuel que ça implique. Hein, il n'y a pas juste le viol, la tentative de viol, il y a beaucoup d'autres formes d'agression à caractère sexuel. On donne de l'information sur le consentement, l'âge légal de consentement, puis on revisite tous les mythes et préjugés qui existent encore malheureusement dans la société sur les agressions sexuelles. Donc on regarde tout ça ensemble pour vraiment leur donner l'information nécessaire pour promouvoir les relations saines égalitaires auprès de leur classe. Puis on les incite aussi à être des agents de changement. C'est-à-dire, OK, oui, la violence sexuelle, c'est un problème social. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Donc, par des petites actions, ça peut être de faire leurs travaux d'école là-dessus, de ne pas rire quand il y a une blague qui se dit. Hein, dans les écoles, on sait des fois les enfants peuvent être méchants, tout ça. Donc, les encourager à se tenir debout contre ça, puis à dire quelque chose.
Oui, en fait, à chaque année, c'est du 25 novembre au 6 décembre. C'est les 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Ça a commencé, en 1989, dû à la tuerie à la Polytechnique, qui était un acte misogyne, une violence envers les femmes. Et puis, donc, ce qu'on fait à chaque année, c'est qu'il y a un signet qui est fait avec une thématique différente qu'on distribue dans plusieurs points à Châteauguay pour dénoncer la violence faite aux femmes. Cette année, la thématique, c'est la face cachée des agressions sexuelles. Parce qu'on le sait, les femmes sont davantage victimes de violences sexuelles. Par contre, il y a des catégories de femmes plus vulnérables, considérées comme étant plus vulnérables. Donc, par exemple, les femmes autochtones vivant avec une déficience intellectuelle ou une limitation physique, les femmes qui sont réfugiées, des femmes immigrantes, donc qui sont encore plus vulnérables, plus isolées, et puis donc encore davantage victimes de violences sexuelles, malheureusement. Donc, c'est ça l'envers, la face cachée des agressions sexuelles, c'est que parmi les agressions sexuelles, il y a des populations qui sont encore davantage victimes. Donc, c'est ça qu'on veut montrer au monde à Châteauguay. Donc, c'est pour ça qu'on va distribuer dans plusieurs points de service les signets là, du 25 au 6 décembre. Nous, on va distribuer le 4, 5 et 6 décembre ces signets-là avec les rubans blancs. Le ruban blanc, c'est vraiment pour la cause de la violence faite aux femmes, cette élimination-là.